Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Alors, le Conseil de l'Europe est une vieille dame, avec tout le respect que l'on y doit, et qui est totalement distincte de l'Union européenne que l'on connaît très bien. Pourquoi je dis vieille dame? 70 ans cette année, un âge respectable, puisque le Conseil d'Europe a été créé en 1949, avec une forte impulsion après-guerre, et une volonté de ne plus connaître les crimes qui avaient été commis après la guerre. Winston Churchill, parmi d'autres, a été un de ses fondateurs. D'ailleurs, le mouvement est assez intéressant de voir comme l'Angleterre, à ce moment-là, avait déjà poussé un projet européen et a continué pendant ces 70 années à développer de nombreux instruments, dont celui qui est le plus connu est la Convention européenne des droits de l'homme. Distinct de l'Union européenne par son étendue géographique, tout d'abord, et ses membres. Le Conseil de l'Europe compte aujourd'hui 47 États membres qui vont naturellement du Portugal, de l'Espagne, de l'Islande, jusqu'à l'Est européen, puisqu'après la chute du mur de Berlin en 1989, un mouvement d'intégration des pays de l'Est s'est accéléré pour le Conseil de l'Europe. Et nous sommes heureux aujourd'hui de compter parmi les membres du Conseil de l'Europe la Russie, l'Azerbaïdjan, par exemple, l'Arménie, pour ne citer que. C'est un espace juridique pan-européen exceptionnel et unique, puisqu'il couvre près de 830 millions de citoyens, et la Convention européenne des droits de l'homme dont je parlais, je pense au droit à un procès équitable, l'accès par exemple à la justice, sont autant de droits qui sont aujourd'hui garantis par la Convention européenne des droits de l'homme sur cet espace, encore une fois, qui est unique. Même si le Conseil de l'Europe est ensuite distinct de l'Union européenne, il n'en demeure pas moins que nous avons des relations extrêmement étroites, de confiance. Des discussions s'opèrent quotidiennement avec nos collègues de l'Union européenne, et aujourd'hui la dynamique européenne, ce moteur, marche plutôt pas mal, même si encore une fois le Conseil de l'Europe, qui a son siège à Strasbourg, est méconnu. Mais le Conseil de l'Europe également a produit beaucoup d'autres instruments qui sont peut-être moins connus. J'en citerai dans le domaine des technologies un, qui est la Convention 108, même la Convention 108+, puisqu'elle a été modernisée il y a assez peu de temps, qui traite de la protection des données à caractère personnel. Cette convention, qui a été édictée en 1981, a été, pour son époque, très novatrice, déjà sur un plan global. Il y a eu des lois en Suède, en Allemagne, en France, la fameuse loi informatique et liberté, et qui avait apporté un cadre tout à fait clair sur l'emploi des données à caractère personnel. En 1981, le Conseil de l'Europe a été la première organisation internationale à adopter un instrument contraignant qui venait encadrer la circulation et l'emploi de ces données. Je pourrais citer beaucoup d'autres instruments, puisque nous avons 225 conventions et traités, mais je soulignerai également la Convention de lutte contre la cybercriminalité, la Convention dite de Bucarest, qui date de 2001, et également la Convention d'Oviedo, qui traite de la bioéthique, et le Conseil de l'Europe peut s'enorgueillir d'avoir été la première organisation internationale à mettre en place un outil contraignant par un protocole additionnel sur la prohibition du clonage humain. Alors, l'histoire du Conseil de l'Europe et des technologies est assez ancienne. Je l'évoquais, des conventions qui sont déjà intéressées aux technologies, aux évolutions technologiques, la protection des données à caractère personnel, la lutte contre la cybercriminalité, la bioéthique. Et il est de la tradition du Conseil de l'Europe de pouvoir s'intéresser aux évolutions de la société, de façon à ce que ces instruments puissent s'adapter. Sans nul doute, la Convention européenne des droits de l'homme nous dit déjà beaucoup sur la manière de traiter aujourd'hui les algorithmes. Mais peut-être faut-il pouvoir identifier quelques éléments extrêmement précis qui peuvent aujourd'hui être des signaux plutôt inquiétants sur la protection des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. En matière d'algorithmes, tout d'abord, nous avons vu que des affaires comme Cambridge Analytica éveillent notre intérêt. Ce qui est singulier avec cette affaire-là, c'est qu'il y a eu des violations, somme toute, mineures, vues des individus. J'entends quelques données à caractère personnel qui ont fuité, qui sont parties. Je pense que peu de citoyens souhaiteraient pouvoir saisir un tribunal de façon à faire reconnaître ce préjudice. En revanche, collectivement, les dégâts ont été majeurs. Et on a vu que même si la propagande électorale n'est pas neuve, nous sommes passés de l'ère du lance-pierre à une ère d'armes automatiques. C'est-à-dire que par les capacités de micro-ciblage, d'identification des individus, de captation et pour pouvoir pousser encore une fois de l'information vers eux,
on pense vraiment à une ère tout à fait nouvelle qui justifie, selon nous, de pouvoir réfléchir à des modes de réponse adaptés. Et aujourd'hui, le Conseil de l'Europe s'intéresse à la réglementation des algorithmes, non pas pour poser un cadre réglementaire supplémentaire. Il y en a peut-être déjà beaucoup sur le dos des entrepreneurs, on l'entend tout à fait. En revanche, comment construire aujourd'hui un développement durable dans tous les domaines en n'ignorant pas les conséquences de ces actions? On a vu Cambridge Analytica fragilise énormément aussi la technologie informatique, la technologie numérique. On crée des craintes à juste titre auprès des populations. Et concéder ces données va être, je pense, dans l'avenir de moins en moins évident s'il n'y a pas un cadre de confiance. Et cadre de confiance également pour l'emploi des algorithmes dans notre vie quotidienne, c'en est pétri. Mais a-t-on totalement conscience de ce que l'on concède quand on coche une case et que l'on autorise une application sur notre smartphone? Donc de notre côté, on espère pouvoir clarifier les cadres et surtout capitaliser au niveau mondial ce qui a été réalisé en termes d'éthique, d'algorithmes et d'intelligence artificielle. C'est eu un mot-clé en 2018 en matière d'intelligence artificielle, ça a été certainement le terme éthique. Nous avons commencé au Conseil de l'Europe une revue des cadres existants dans le monde et nous en sommes déjà, au moment où je vous parle, à un peu plus de 120 documents qui envisagent d'encadrer de manière éthique, responsable, le fonctionnement et le développement des algorithmes, en particulier de l'intelligence artificielle. Mais peut-être faut-il réfléchir à la manière dont l'éthique doit pouvoir être transformée en droit. Je m'explique très rapidement. En réalité, l'éthique est dépourvue de sanctions. Ça enjoint un comportement individuel, personnel, responsable. Mais si on ne le respecte pas, qu'arrive-t-il? C'est le rôle du droit, à ce moment-là, d'intervenir et de transférer de l'éthique à du droit des normes, des valeurs qui sont communément partagées socialement. L'intelligence artificielle, on la connaît sous de nombreux autres termes. On entend parler de machine learning, aujourd'hui apprentissage automatique. On entend, voilà, c'est d'apprentissage profond, des termes comme ça qui sont dans l'air. Essayons tout d'abord de rappeler très brièvement, quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, on parle majoritairement d'un traitement statistique d'une grande masse de données. Voilà. C'est important de poser ce cadre de compréhension, puisque par ce traitement statistique, on a des résultats remarquables. Le jeu de Go, par exemple, qui était un cas d'essai, mais qui est intéressant, montre qu'aujourd'hui, par ses capacités calculatoires, on arrive à dépasser des capacités proprement humaines. Donc en ça, c'est saisissant. Mais peut-être ne faut-il pas généraliser. C'est Evgeny Morozov qui parlait de solutionnisme, je crois que ce terme est très très important. Il faut faire attention que parce qu'on a inventé un marteau, on ne considère pas que tous les problèmes qu'on a à traiter sont des clous. Et on peut prendre différents champs, la médecine, l'éducation. On va s'arrêter sur le cas de la justice. Peut-être que tous les problèmes pour la justice ne sont pas nécessairement des clous. Je m'explique très, très rapidement. On a différentes offres logicielles qui sont sorties, pas qu'en Europe, mais aussi des États-Unis, qui utilisent les capacités de l'apprentissage automatique, une capacité particulière qui est le prédictif. L'idée est de pouvoir permettre l'aide à la décision à partir d'un examen statistique du passé. En ça, peut-être rien de bien nouveau d'ailleurs entre nous, on a aujourd'hui les capacités de données et les capacités calculatoires qui nous le permettent, et pouvoir construire des outils qui répondent rapidement, c'est fantastique. En revanche, quand on commence à traiter de l'humain dans cette machine-là, et non pas comme pour le jeu de Go, des pierres noires, des pierres blanches, 19 lignes sur 19 dans un environnement fermé, mais l'humain dans tout ce qu'il a de sa complexité, j'entends dans un environnement ouvert, c'est peut-être beaucoup plus difficile de mettre en boîte des éléments. Alors, on a vu des solutions de justice prédictive qui sont apparues aujourd'hui sur le marché. Elles sont déjà utilisées, en réalité, que ce soit par des avocats, des assureurs, d'autres directions juridiques. Et ce qui est intéressant d'examiner dedans, c'est quelle a été la matière première qu'ils ont utilisée. La matière première pour pouvoir établir des prédictions, même si le terme, on pourra en débattre, n'est pas nécessairement précis, et la décision de justice, c'est-à-dire les décisions qui sont publiées sur les bases de données. Et cela pose quelques difficultés. En tant que magistrat, je suis aujourd'hui détaché au Conseil de l'Europe, mais j'étais formé à l'école de la magistrature, je sais combien l'exercice de rédaction est complexe. Et où dans cet exercice de rédaction, on formalise souvent a posteriori un raisonnement juridique, mais dans lequel, en réalité, on n'a peut-être pas mis tous les éléments de causalité. Et aujourd'hui, essayer d'utiliser des méthodes statistiques
en partant du principe qu'on trouverait tout dans les décisions de justice est peut-être un peu hâtif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un intérêt à utiliser de la statistique. Ce que aujourd'hui me saisit, c'est qu'on ne peut peut-être pas utiliser les décisions de justice de manière brute pour pouvoir opérer ce type de calcul prédictif, mais il faudrait certainement d'autres éléments autour de cela, beaucoup plus complexes, pour essayer d'affiner ce travail-là. Et puis en toute hypothèse, un travail de prédiction n'est qu'un travail de rétroviseur, on regarde sur le passé. Chaque affaire est individuelle en tant que telle, et je pense que l'intervention de l'homme est essentielle. Je pense au rôle de l'avocat, tout d'abord. C'est-à-dire que malgré un algorithme qui va peut-être lui proposer un montant de compensation possible au regard de la jurisprudence, toute la singularité du cas est toujours intéressante. Et le calcul statistique en tant que tel apporte, si on n'est pas attentif, une part de totalitarisme. Et je ferai référence aux travaux d'Adolphe Quetelet au XIXe siècle, qui avait inventé ce concept d'homme moyen. C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que pour lui, il avait transféré le champ de la statistique dans un champ politique, et où il se disait qu'il n'y avait pas rien de mieux que de bon que cet homme moyen vers lequel la société devrait tendre. Et donc aujourd'hui, je pense que par ces méthodes de calcul, on arrive certainement à établir des voies, même si le terme n'est pas mathématiquement juste, mais moyennes, des décisions qui sont prises. Mais ce qui est plus intéressant que la moyenne, c'est les exceptions, dans la courbe de Gauss qui se trouve sur les extrêmes. Et ne jamais oublier qu'une affaire, dans son individualité, se trouve peut-être sur cet extrême et n'est pas intégrée dans le milieu de la courbe de Gauss. La question de l'impact de l'intelligence artificielle sur la justice nous illustre bien un vide démocratique majeur aujourd'hui dans l'élan de la numérisation de la société. Non pas qu'aujourd'hui on ne soit pas ambiant, on adopte tous ces technologies de fait. Pourquoi ? Parce qu'elles sont pratiques. Et on le voit dans le domaine de la justice. Cela permet d'apporter, a priori, un certain nombre de réponses sur l'incertitude, etc. Maintenant, un calcul statistique, est-il une source de droit ? C'est extrêmement intéressant. Alors que le droit se nourrit avant tout d'un cadre juridique de la loi. Et la loi qui est une expression démocratique majeure, qui témoigne d'un projet de société, et qui passe par des solutions de démocratie représentative, où on élit des élus, et ces élus délibèrent, et ensuite, à partir de là, un cadre juridique est posé. Les statistiques ne jouent pas de tout de ça. Elles prétendent, par l'agglomération de données, pouvoir présenter en effet une valeur, mais une valeur qui doit être interprétée, qui doit être contextualisée, et qui en tant que telle, n'importe quel statisticien en première année le dirait, ne peut pas constituer en tant que telle une loi ou un cadre normatif. Ne mélangeons pas tout. Aujourd'hui, le défi démocratique est de voir réinjecter cette réflexion sur la transformation de la société par le numérique dans le débat démocratique. Je vais vous donner un exemple qui est pour moi extrêmement intéressant, c'est celui de la Déclaration de Montréal. Un ensemble d'universitaires se sont lancés, interpellés par les questions que nous venons d'évoquer aujourd'hui, de ce vide démocratique, sur la transformation de la société. Et se disent, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas des principes aujourd'hui, sans réinventer du droit ? Les droits fondamentaux, droits de l'homme restent stables. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas à cela y apporter une couche de lien, en tout cas un lien avec les citoyens, pour se dire qu'il y a des principes majeurs qui devraient aujourd'hui préexister à cette transformation numérique de la société. En bande universitaire, ils ont travaillé, ils ont établi une somme de principes, mais n'ont absolument pas du tout eu la prétention d'édicter des principes en tant que tels, de les livrer au public comme une sorte de pensée magique qui devrait s'appliquer à tout le monde. Ils ont ouvert ce document en consultation. Et ils l'ont d'abord ouvert sur Internet. Et ce qui les a saisis, c'est qu'après un mois de mise en consultation, ils avaient eu 80 personnes qui leur avaient répondu. Ils se sont dit que ce n'était peut-être pas le bon mode de démocratie, et ils ont réinvesti l'humain. Ils sont allés dans les bibliothèques, dans des lieux publics, ils ont organisé des ateliers de réflexion d'ailleurs de manière assez originale, où ils prenaient un cas un peu dystopique, je pense à la série Black Mirror par exemple, dans un futur proche, où ils posaient un cadre dans des petits groupes de travail avec les personnes, ce n'était pas une grosse conférence, et chacun réagissait. Et en fait, chacune de ces contextualisations était intéressante parce qu'elle illustrait un des principes qu'eux voulaient soutenir, la transparence, l'explicabilité, la responsabilité du fonctionnement des algorithmes. Tous ces aspects ont été balayés par cette consultation citoyenne et a permis d'avoir un texte qui avait une toute autre légitimité.
Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, et le Conseil d'Europe s'intéresse à ces questions de démocratie, il y a naturellement une direction générale ici au Conseil d'Europe qui s'occupe de ça et qui est très active sur la transformation numérique de la société et ses conséquences sur la démocratie. Et il faut se dire que nous avons aujourd'hui une forme de démocratie représentative que l'on connaît bien, qui d'ailleurs est devenue quasiment le synonyme du mot démocratie. On voit par déclaration non morale qu'on a des formes vraiment intéressantes de démocratie participative, où on peut inclure les citoyens dans des processus de réflexion et de construction de réponses dans du droit. Et à côté de cela, il y a un troisième espace dont la forme n'est pas très arrêtée, qui serait une forme de démocratie Internet, comme l'appelle Dominique Cardon, dans lequel chacun s'exprime, on lance un hashtag, on lance sur Facebook un sondage ou des consultations et on agglomère une sorte de mécontentement, mais sans réellement comprendre quelle est l'idée derrière, politique au sens noble, qui permettrait de faire avancer la société. Et c'est peut-être autour de ça où, nous l'espérons, le Conseil de l'Europe peut aujourd'hui essayer en tout cas d'améliorer la compréhension de cette transformation numérique, d'apporter des cadres de réflexion de façon à mieux concilier les attentes des citoyens avec des projets de société. Je pense que nous devons réfléchir à ça, sans méconnaître, encore une fois, les fondements de nos constructions et de nos démocraties modernes qui passent par de l'état de droit, par du droit positif, par des choses qu'on connaît bien, qui nous encadrent et qui nous permettent de nous développer.